On a souvent une image très positive des héros Marvel. Sauf qu'être un super-héros, en vrai, ça doit être chiant à la longue. Sauver des gens, affronter des vilains toujours plus horribles sans les tuer, être aimable avec la presse, et tout ça sans être payé. Au bout d'un moment, même les plus bons samaritains comme Captain America finissent par dire stop et péter un câble. Qu'ils en aient marre ou qu'ils soient influencés par quelque chose d'extérieur. Aujourd'hui, il est temps de vous montrer les côtés les plus sombres des plus grands héros de la Terre 616 et de ses adaptations cinématographiques. Allez, c'est parti! Mais d'abord, si vous êtes déjà chaud pour une partie 2 sur Multivers ou sur DC, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos afin de découvrir tous les secrets de la pop culture. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de Red Magic qui sponsorise la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise qui vend des accessoires de gaming comme des écrans, des souris et des claviers. Mais là où ils sont spécialisés, ce sont dans les téléphones gaming. Dernièrement, ils ont sorti le Red Magic 8S Pro et il est vraiment très grand et surtout très puissant. Et voire même, c'est l'un des téléphones les plus puissants du monde. Et ça, c'est grâce à la dernière version du processeur Snapdragon 8 Gen 2. Et genre, il est impossible que tu rames avec le téléphone. Tu seras toujours à 59,9 fps. Et en plus, l'écran, il est super bon avec un taux de rafraîchissement qui est juste ultra rapide avec 120 Hz. Donc ouais, t'as la meilleure puissance possible pour jouer à des jeux en multi. Tu peux y jouer vraiment très longtemps grâce aux deux 6000 mAh batterie qui tiennent vraiment très longtemps, comme une journée entière de jeu. Et en plus, il se recharge super vite en 40 minutes maximum. Il y a même des gâchettes qui te permettent de jouer plus facilement au jeu. En plus, il a beau être très puissant, mais le téléphone, il va pas chauffer. Grâce au système de refroidissement par ventilateur intégré, vous allez pouvoir jouer tranquillement avec tous les paramètres graphiques au maximum. Et faut pas oublier la caméra avec ses 3 modules qui permettent de faire des excellentes photos et vidéos grâce au capteur photo Gen 5 50 mégapixels. Oui bon, après là c'est des photos de mon chien et il est trop mignon. Le confort de jeu, il est super top et on peut switcher très facilement de mode entre un qui est très axé sur la performance et l'autre qui est plus classique pour naviguer entre tes applis. C'est un téléphone très puissant qui est parfait pour jouer et franchement, je l'ai testé et je vous le conseille vraiment. Et si vous souhaitez l'acheter, vous avez mon lien en description et dans l'espace commentaire. Depuis Multiverse of Madness, quand on pense héros qui a salement pété un câble, on pense assez vite à Wanda, dont l'incroyable Elizabeth Olsen nous a donné une version psycho-flippante assez dingue dans ce film. Après les événements de la série WandaVision, où on apprend qu'elle avait déjà pas mal vrillé après la mort de son mari robotique Vision, genre elle a quand même pris en otage une ville, dans Multiverse of Madness, elle en a rien à foutre. La sorcière rouge passe un nouveau cap après qu'elle ait perdu les enfants imaginaires qu'elle s'était elle-même créés avec ses pouvoirs dans la série. Elle a fait une fixette tellement abusée sur ces gamins qu'elle semble avoir complètement zappé que Vision il était techniquement revenu à la vie avec White Vision. Elle a tellement fait une fixette sur ces gamins qu'elle a utilisé sa magie pour ratisser le multivers à la recherche d'une version de ces gamins qu'elle pourrait voler à une autre Wanda. Ah, et s'il faut tuer des sorciers, une gamine, des super-héros sur le chemin, pas de souci pour elle, elle est vraiment déterminée. Et obsessionnelle. Très obsessionnelle. Pourtant, fallait s'y attendre, même si elle a bien servi aux côtés des Avengers dans 3 films, malgré quelques boulettes, hein. De base, c'est quand même une méchante du côté d'Ultron, qui avait sacrément foutu la merde parmi nos Vengeurs. En plus de les avoir traumatisés, elle avait aussi causé le pétage de câble de Hulk, qui a sûrement dû blesser quand même pas mal de civils, malgré l'intervention du Hulkbuster. Mais bon, vu que dans le même film, elle passe du côté des gentils, et qu'elle pète pas autant un câble à la mort de son frérot, bah on la retient du côté des héros. Alors qu'en comics, elle était bien une méchante mutante terroriste aux côtés de Magneto, avant de finir avec les Avengers, où elle épousera Vision et aura des jumeaux avec lui, grâce à sa magie, jusqu'à ce que le sort pète et qu'elle vrille façon Multiverse of Madness ++, après que Vision se fasse démanteler. Et ça, c'est bien avant Avengers la séparation et House of M. Mais les deux trucs les plus connus avec Wanda, c'est qu'elle a réussi à dissoudre les Avengers pour un temps, et puis bim, suivant l'idée de son frère Quicksilver, où elle risquait d'être tuée pour ses actes, elle a utilisé ses pouvoirs pour manipuler la réalité et faire des mutants l'espèce principale, dirigée par Magneto, tout en se donnant une vie humaine avec ses enfants dans House of M. Mais quand Magneto a découvert que c'était son fils qui avait fait tout ça en son nom,
il pète un câble et le tue. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Wanda, qui prononcera le fameux No More Mutants, ramenant la réalité à la normale, mais en enlevant leur pouvoir à quasiment tous les mutants. Ah, et elle avait aussi perdu la mémoire, ce qui, j'avoue, aidera pas mal à la ramener du côté des gentils. Et puis on apprend que c'était le Docteur Doom qui avait manipulé Wanda pour ses actions envers les Avengers. Je trouve ça un peu gros, mais bon, fallait bien qu'elle revienne du côté des gentils, et elle se rattrapera vraiment avec la croisade des enfants et Avengers versus X-Men. Et oui, malgré son fameux « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », Peter Parker a eu lui aussi des moments vilains. Mais rassurez-vous, c'est pas vraiment sa faute. Même cette horrible pas de danse improvisée, c'était pas sa faute. Tout ça, c'était à cause du symbiote. Que ce soit dans le Raimiverse, dans les séries animées ou dans les comics, tous ces Peter Parker ont un jour viré vilain, émo, irritable sous l'effet du costume noir venu de l'espace. Bon, dans la série en VO, ils ont vraiment abusé sur le côté vénère, genre juste écoutez. Back here, Shocker! Shocker! I'll chase you to the ends of the earth! Eh gros, calme, c'est juste Shocker. Hein. Dans Spider-Man 3, le costume alien finit par hasard sur Peter, un moment bien chiant de sa vie, où non seulement son meilleur pote a décidé de venger son père en devenant le Bouffon Vert Junior, et a tenté de le tuer maintenant qu'il a capté que Spidey et Peter ne font plus qu'un. Mais en plus, à peu près à la même période, il apprend que le vrai tueur de Ben, c'est Flint Marko, devenu le Sandman et qui se balade au KLM. Alors forcément, quand le symbiote au penchant agressif s'attache à lui, Peter pète un câble, défonce l'homme sable en mode Mortal Kombat, arrache la gueule de son pote Harry avec une grenade, et il trompe même Mary Jane avec Gwen Stacy. Mais bon, vu comment elle traitait depuis 2 films, c'était peut-être un peu mérité. Bon, au final, il se débarrassera du symbiote qui finira sur son photographe rival et mec de Gwen, Eddie Brock, qui deviendra Venom, avant de se faire exploser par Peter. Ouais, dans les années 2000, être létal, c'était pas si grave quand on voit le tableau de chasse de Spidey. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu de la faute de Peter qui se comporte comme un con, même avant d'avoir le symbiote. Ce truc ne fait qu'amplifier les émotions de Peter. Et c'est un peu le même scénario qu'on a eu en comics dans les années 80. Après une période bien mouvementée dans la vie de Peter, où un clone de son ex morte, Gwen, est venu dans sa vie, ainsi qu'un clone de lui, puis s'est fait refouler sa demande en mariage par Mary Jane, le tueur d'oncle Ben qui kidnappe Tante May et la vilaine Black Cat qui arrive, ça commence à faire beaucoup là. Et là, Spidey s'est fait entraîner dans la Secret Wars du Beyonder. C'est durant cet event qu'il va tomber sur le symbiote qui se fera passer pour son costume noir. Un costume qui le rendait plus fort, certes, mais plus exécrable avec son entourage et qui prenait même possession de son corps la nuit pour chasser les criminels. Ce qui fera flipper Peter, qui demandera l'aide des 4 Fantastiques pour l'enlever, mais bon, il finira par s'échapper pour tenter de revenir avec Peter, qui s'en débarrassera à l'église, le faisant tomber sur le futur Venom, Eddie Brock. Il portera par la suite un simple costume noir, mais l'abandonnera après que Mary Jane soit traumatisée par sa rencontre avec Venom. Ce costume était tellement un symbole d'un Spider-Man qui n'a plus aucune limite, qu'après la fin de la Civil War, quand son identité a été révélée et qu'un sniper du Caïd a tiré sur Tante May, Peter renfilera sa tenue, prêt à bien péter des bouches façon octogone. Ouais, il avait carrément pété les plombs. Autant dire que ce pauvre Miles va bien douiller avec un Peter déjà bien vénère dans le jeu Spider-Man 2, tant il est agressif. Après, Spider-Man a eu une autre période grise, flirtant avec le côté vilain de la force, dans Superior Spider-Man. Dans cet incroyable event que je vous conseille vraiment de lire, un Docteur Octopus mourant a réussi à changer de corps avec son ennemi de toujours, Peter Parker, le laissant mourir dans son vieux corps tout pourri. Mais tout aussi vilain qu'il était, notre bon vieux Octavius, lorsqu'il récupéra le corps de Peter et sa mémoire, fut possédé, on va dire ça comme ça, par le sens des responsabilités de Peter, faisant du Dr Octopus le supérieur Spider-Man. Un Spider-Man pragmatique au point de fliquer toute la ville avec son armée de drones, entrepreneur au point de se servir de sa double vie pour monter sa boîte, mais aussi extrêmement violent. Genre, il a défoncé la mâchoire du Scorpion, il a aveuglé le vautour et l'a fait exploser par terre, et il a tué Massacre, un vilain un peu génocidaire sur les bords. C'était à tel point qu'il s'était même foutu les Avengers à dos. Il a vraiment donné sa réputation à Spider-Man, ce bon vieux Otto. Ah, ce bon vieux Tony que tout le monde aime dans le MCU grâce à son interprétation juste parfaite par Robert Downey Jr.
Eh bien, lui aussi il a eu ses périodes sombres et il n'y a pas eu besoin d'attendre sa période full vilain dans Superior Iron Man pour péter des câbles et faire de la merde. Au-delà de son alcoolisme qui lui aura coûté pendant un temps son entreprise et toutes ses armures, Tony est quand même à l'origine de la Civil War. C'est lui qui a poussé à ce que soit votée la loi demandant aux héros de se démasquer sous peine d'être chassés comme des criminels. C'est à cause de lui que Spider-Man a dû révéler son identité secrète, ce qui manquera de tuer Tante May et le poussant à accepter le deal de Mephisto, faisant de Tony le responsable indirect de One More Day. Et ça, c'est sans parler de l'ampleur du conflit. C'est pas comme le film. Là, il y a une vraie guerre avec des morts du côté des héros, mais sûrement du côté des civils aussi, quand on voit l'ampleur des dégâts. Il faut aussi rappeler qu'il a fait partie des Illuminati, qui sont quand même de sacrés enfoirés, comme j'explique dans cette vidéo, et dont l'acte le plus connu a été de tenter de balancer Hulk dans l'espace, ce qui va bien backfire en World War Hulk. Et enfin, faut pas oublier sa période Superior Iron Man dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et quand on y pense, dans le MCU non plus, Tony n'était pas tout beau tout rose. Déjà, il a un peu créé tous ses vilains et même parfois ceux des autres. Bon ok, Stain, lui c'était une ordure à la solde des 10 anneaux, et Justin Hammer, même s'il s'est fait humilier par Tony devant un sénateur, le gars, c'était quand même un gros connard qui voulait se faire de la thune en vendant l'armure. Mais Killian Aldrich et Maya Hansen, c'était des génies qui se sont servis du virus extremis à des mauvaises fins parce qu'en fait Tony les avait traités comme de la merde. C'est aussi lui qui a créé Ultron et qui déclenchera la Civil War à cause des accords de Sokovie plutôt que de faire confiance à son ami Captain America. Au final, son sacrifice dans Endgame, c'était assez logique. C'était un petit peu sa rédemption ultime pour tout ce qu'il avait fait de mal. Mais bon, en vrai, on s'en fout un peu de tout ça, parce qu'en fait, il était juste trop classe, et franchement, c'était le meilleur Avengers. Et en vrai, il a fait tellement de conneries qu'il mériterait une vidéo entière sur les pires trucs qu'il ait fait. Quand même le meilleur Avengers en termes de charisme arrive de passer du mauvais côté, le fait que le meilleur Avengers en termes d'éthique ait déjà fait de même, c'est pas si étonnant non. C'est ce qui arrive dans Secret Empire. Alors qu'une invasion des Chitauri est imminente et que la plupart des plus grands héros de la Terre foncent dans l'espace pour s'y préparer, Cap prend le contrôle d'un héliporteur du Shield et clame sa vraie allégeance d'un sobre Heil Hydra, avant de fermer le dôme séparant la Terre de ses héros coincés avec les Chitauri. On apprendra que Steve avait été endoctriné par Hydra dès l'âge de 16 ans et a rejoint le projet Rebirth en tant qu'espion pour assassiner Erskine, mais finit par devenir son sujet d'expérience et devient le super soldat, Captain America, secrètement au service d'Hydra et de l'Axe. Hydra et les forces de l'Axe allaient gagner la Seconde Guerre mondiale quand les forces alliées utilisèrent le cube cosmique pour modifier la réalité et faire d'eux les grands vainqueurs, forçant Steve à jouer le jeu. Et oui, Captain était en fait un agent dormant et une fois réveillé et devenu Captain Hydra, il usa des pouvoirs de Kobik pour refaçonner le monde à l'image d'Hydra, devenant ainsi l'opposé de ce qu'il était avant. Désormais, c'était un Cap autoritaire et fasciste qui contrôlait le peuple avec de l'eau potable droguée. Et à l'époque, c'était un truc de ouf. Il y a eu plein de mèmes dessus et ça a beaucoup divisé les fans. Mais je vous rassure, en fait, c'est pas le vrai Captain America. Quand la jeune Kubik, qui n'était autre qu'un fragment vivant du cube cosmique, se fit endoctriner par Crâne Rouge, elle usa de ses pouvoirs de manipulation de la réalité pour créer un nouveau Steve Rogers d'une timeline alternative n'ayant jamais existé, faisant de lui Captain Hydra, qui finira par se faire botter le cul par le vrai Captain que les Avengers avaient fait revenir. Et en vrai, c'était une storyline vachement osée de faire croire au lecteur que depuis le début, le premier vrai super-héros à succès de la Maison des Idées était en fait un agent dormant des méchants. Beau travail Nick Spencer. Ouais, Wolverine est dans Stop. Et faut pas oublier que le truc que les gens kiffent, c'est quand Wolverine s'énerve et pète un câble. Et j'aime bien quand il est enragé, et à part quelques rares moments où il attaque son équipe, comme dans le premier numéro de sa propre série, ou dans Homeland Logan, il essaie de rester calme, et il est presque toujours du bon côté. Et Captain America n'est pas le seul à avoir été manipulé par l'Hydra pour foutre la merde. Ça a aussi été le cas de Wolverine. Alors oui, je sais que déjà de base, c'est pas le héros le plus calme et le plus non létal, on va dire ça comme ça, mais là c'était carrément un level au-dessus. Après s'être fait piéger par les ninjas de la main, un clan ninja adorateur de démons, Logan se fait buter par Gorgon, avant d'être bardé de technologie d'Hydra pour en faire leur agent et assassin. Ainsi, il a buté plein d'agents du Shield, a affronté Elektra avant de s'en débarrasser grâce à une explosion dans le bateau où ils étaient. Il a un V4 les 4 fantastiques pour voler des données à Reed avant d'affronter Daredevil, qui lui fera assez mal pour le libérer un petit peu de son contrôle mental pour qu'il dévoile le plan d'Hydra.
il a fait diversion avec ce combat pour tuer Elektra et la ressusciter dans leur camp. Après ça, il sera téléporté vers sa prochaine mission, le manoir des X-Men, qui va juste défoncer avec leur propre avion avant d'affronter les X-Men comme Havok, Beast et Kitty Pryde. Il tentera de les planter, mais bon, les griffes finiront dans le pauvre Northstar, le tuant au passage. Heureusement que les Avengers sont arrivés pour que Captain l'assomme et que le Shield remette Logan dans son état normal. Et encore heureux, vu qu'en fait, dans un what if, il a presque tué tout le monde. Genre, c'était juste un massacre. Toujours du côté des X-Men, on a aussi Charles Xavier qui est pas tout beau tout rose. Alors lui, on dirait vraiment pas comme ça vu les allures un petit peu nobles que lui donne Sir Patrick Stewart dans les films. Puis bon, en plus il fait gentil papy. Mais je vous jure, c'est un enculé et vous avez pas idée. Déjà, faut quand même rappeler que le gars est du genre à envoyer des ados faire le sale boulot à sa place. Et en plus, c'est un comploteur puisque comme Tony, c'est un Illuminati, mais en plus c'est un vrai détraqué manipulateur et on le voit assez tôt. Genre, dès le 3e numéro des comics X-Men. On voit par exemple qu'il a un genre de crush sur son élève Jean Grey. Ouais, ça commence bien. Mais bon, c'est pas aller plus loin, heureusement. Par contre, en 93, il a vraiment pété un plomb. Quand il a vu Magneto arracher l'adamantium du corps de Wolverine avec ses pouvoirs, le faisant horriblement souffrir, Charles a tué Magneto en transférant son esprit qu'il avait éteint dans le sien. Résultat, le mauvais côté de Magneto l'a infecté et a fait ressortir tout ce qui avait plus de mauvais en eux, et ça s'est manifesté physiquement par la création de l'entité psionique quasi invincible, Onslow. Il a fallu pas moins de l'intervention des Avengers, des 4 Fantastiques et des X-Men pour l'empêcher de faire de la race humaine une conscience collective. C'est d'ailleurs aussi pendant la crise d'Onslow qu'on apprend l'existence des Xavier Protocol, un genre de protocole à la Batman détaillant comment vaincre chaque mutant qu'il connaît. Ce qui finira évidemment par se retourner contre lui plus tard quand Cerebro, devenu conscient, attaquera les X-Men avec son armée. Comme quoi c'est jamais infaillible ce genre de protocole. Et c'est pas la pire des choses qu'il ait faite. En 2006, dans Deadly Genesis, on apprend que lorsque la team originale des X-Men s'est fait capturer par l'île vivante de Krakoa, Charles a envoyé une nouvelle team les sauver, composée notamment de Vulcan, le frère de Cyclope. Malheureusement, cette team ne parvient qu'à sauver Scott avant de se faire exterminer dans leur fuite par l'île, laissant Cyclope traumatisé pour seul survivant. Tellement traumatisé que pour l'aider, Xavier effacera de sa mémoire l'existence de cette team et donc de son propre frère. Frère qui avait finalement survécu et qui reviendra donc réclamer vengeance avant de battre en retraite pour l'espace après que la vérité ait été révélée. Et vous vous doutez bien que Cyclope n'a pas apprécié de ouf et interdit à Xavier de l'approcher de nouveau. Après, c'est pas la première fois qu'il jouait avec l'esprit des autres puisque quand Logan l'avait rencontré la première fois pour le buter, Xavier avait modifié sa mémoire pour qu'il pense être venu chercher de l'aide. Donc bon, c'est un petit peu un spécialiste de la manipulation. Pour un mec qui prône la paix sans blesser des gens, sans faire quoi que ce soit de moralement discutable, il fait quand même des grosses dingueries. Et comme Iron Man, je pense qu'il mériterait d'avoir une vidéo genre les pires crimes de Charles Xavier. Donc c'est normal que dans le dernier film, il est montré comme étant un connard. Vous l'aurez compris, on a beau être le plus droit et le plus éthique des héros, il y a toujours un moyen de se faire corrompre par des ennemis ou par une force extérieure pour vous changer en vilain ou simplement en anti-héros hyper violent. Et en vrai, c'est un concept bien fun avec lesquels les auteurs aiment bien jouer, mais bon, ça reste quand même limité sur une courte période de temps, sinon les fans du côté vraiment héroïque du perso, il risquerait d'être assez triste. Heureusement, le multivers est fait pour ça, tu peux faire plein de dingueries. Mais c'est également possible que certains auteurs aient une vision différente et qu'un personnage soit écrit totalement différemment de ce qu'il était dans le passé. Et en vrai, je me dis que ça serait intéressant de faire une vidéo sur les pires crimes d'Iron Man, de Xavier ou encore de Cyclope. C'est vrai que lui, j'en ai pas parlé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous chaufferait une partie 2 sur DC ou une vidéo sur les versions maléfiques des héros Marvel et DC. Aussi, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, lâchez un max de pouces bleus et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!